commencer en fait par un quiz pédagogique, ludopédagogique. On s'est dit que ça pouvait être sympa d'avoir un moment où on apprend des choses avant de commencer à vous faire travailler. On va vous faire travailler cet après-midi. Et du coup, ce quiz aura pour ambition d'apporter de la matière, d'apporter du contenu, de vous donner à réfléchir sur les grandes thématiques de cette assemblée. Donc pour rappel, un petit peu, cette assemblée citoyenne, la volonté c'était d'orienter la réflexion sur le lien fondamental et très étroit entre l'écologie et le social. Il ne peut pas y avoir d'écologie sans une politique sociale qui tienne la route en fait. Parce que la majorité des gens sont des gens comme vous et moi, voire peut-être moins aisés. Et on le voit très bien dans la politique actuelle du gouvernement et même de la métropole et de la ville de Lyon. Ça a été souvent des politiques où on donnait la part belle aux gens qui sont plutôt aisés et on oubliait un peu le social. Donc l'idée, c'est réconcilier l'écologie et le social. Et il y a trois thématiques aujourd'hui qu'on va creuser profondément sur ces thématiques-là, sur ces sujets-là. Tout d'abord, les transports et la mobilité. Le mouvement des Gilets jaunes est parti d'une potentielle taxe carbone, c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres, pas seulement, loin de là, mais c'était un petit peu le déclenchement où on continue à faire payer plus l'essence des gens qui sont déjà étouffés par les charges et les impôts. Le deuxième sujet, ça va être la santé environnementale. Vous allez voir à travers ce quiz que souvent, quand ce sont les plus pauvres qui payent un plus lourd tribut de tout ce qui est pollution, de tout ce qui est inégalité par rapport à l'isolation des bâtiments qui est mal faite, au passeport énergétique. Et le troisième grand axe, ce sera autour de la résilience de notre société. Donc les notions de bien commun, comme potentiellement l'eau par exemple, les notions d'urbanisme, urbanisme inclusif et pensé pour durer et pas pensé pour avoir des bâtiments qui au bout de 30 ans sont bons à détruire parce qu'ils ont été faits en du bon sens. Et puis il y aura une petite, et ça ce sera une problématique que vous allez travailler tout à l'heure, autour de la culture aussi, comment la culture peut nous aider à recréer du lien social et du lien écologique avec ce qui nous entoure, avec la nature. Nous sommes la nature, nous ne nous servons pas de la nature, nous sommes la nature. Donc comment faire corps avec cette nature? Donc voilà un petit peu les trois grandes thématiques de l'Assemblée citoyenne, à la fois que vous allez voir apparaître dans le quiz et à la fois sur lesquelles on va travailler tous ensemble. À la fin des ateliers, donc Eno, je ne sais pas où Eno, il est là, en plein milieu. Eno prendra ma suite concernant la présentation des ateliers. On vous expliquera comment ça va se dérouler, il y aura 5 temps de créativité, les facilitateurs vont tourner entre les tables. Pour ceux qui étaient là à la première assemblée, ça va ressembler un petit peu à ça, mais on a un petit peu adapté les choses. Et puis à la fin de ces temps d'intelligence collective, l'idée ce sera d'avoir des temps un peu de démocratie. On va vous faire voter sur les idées que vous aurez eues. On va vous faire élire ou désigner un restituteur. Et ensuite, il y aura un temps de restitution de chaque table. Donc vous voyez qu'il y a 9 tables réparties dans la salle. L'idée, c'est de réfléchir sur 9 problématiques. Et donc on aura un temps en fin de journée pour que chaque groupe restitue ses travaux en 2 minutes chrono. Le but, c'est pas non plus d'assommer tout le monde, surtout en fin de journée. Donc en 2 minutes chrono pour sortir les points essentiels qui auront été travaillés durant l'après-midi. Avant de passer à la conclusion, on aura un petit temps de tribune libre, parce que c'est important aussi, dans une assemblée citoyenne, que chacun ait la parole, que chacun puisse s'exprimer. Il y aura eu les restituteurs qui ont exprimé des petites choses, il y aura des personnes ressources qu'on a dans la salle qui vont m'aider à alimenter le quiz notamment, et vos ateliers en contenu un peu d'expertise, même si on le rappelle, les vrais experts, c'est vous. Vous êtes les experts de la ville, vous êtes les experts d'habiter à Lyon. Donc prenez conscience de votre propre expertise par rapport au fait de vivre à Lyon. Et donc voilà, un petit temps de tribune libre, et puis à la fin, un petit temps de conclusion et de remerciement, avant de passer un verre de l'amitié qui sera servi tout à la fin. On a oublié de dire aussi un petit truc, 2 petits trucs.
Tarek, qui est ici présent, va prendre quelques photos et quelques vidéos. Si jamais vous ne souhaitez pas être pris en photo ou apparaître en vidéo, des vidéos qu'on va potentiellement mettre sur le site internet Lyon en commun et qu'on va aussi mettre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous signaler auprès de Tarek pour dire non, moi je ne tiens pas à apparaître. Il n'y a aucun problème, c'est important que vous ayez la maîtrise de votre propre image. C'est très important pour nous et pour vous. Deuxième chose, Lyon en commun c'est un mouvement dynamique qui a déjà pas mal d'inscrits, mais qui ne se réunit pas que lors des assemblées citoyennes. Depuis la première assemblée, on a créé des groupes thématiques et des équipes d'animation. Les équipes d'animation ont pour vocation à animer le mouvement. Il y a une équipe un peu de coordination globale, il y a une équipe de juridique financier, une équipe de com, une équipe qui prépare les assemblées, une équipe qui s'occupe de la logistique. Vous pouvez vous inscrire, si vous désirez nous aider et vous investir dans l'initiative, vous inscrire sur les petites feuilles qui sont le long des fenêtres là-bas. Vous avez « Je m'inscris sur les équipes d'animation » à droite, et à gauche c'est « Je m'inscris sur les groupes thématiques ». Il y a 5 groupes thématiques. Le premier groupe thématique sur la démocratie et la citoyenneté, le deuxième de mémoire sur l'écologie, le troisième sur l'égalité et les services publics, le quatrième sur l'économie et la culture, et le cinquième sur tout ce qui est politique sociale et le nouvel humanisme. C'est important que vous... En fait, on construit le programme de Lyon en commun. On construit très concrètement le programme de Lyon en commun. Ce n'est pas des gens dans des bureaux qui vont décider des mesures, c'est là pendant ces assemblées et pendant les réunions des groupes thématiques que le programme qu'on va présenter en mars 2020 s'écrit en fait. Et là aussi, on compte sur votre expertise d'habitants du territoire pour apporter toutes vos contributions. Voilà. J'étais un peu long en fait comme fin d'intro. Du coup, on va tranquillement passer au quiz. Donc, pour ceux qui me connaissent un peu, je me ferai de milieu là. Les quiz pédagogiques, c'est quelque chose que j'anime un peu depuis 2 ans, en mode éducation populaire, en mode pas du tout lié à une organisation à vocation politique éventuellement. C'est des choses où on s'est dit, on constatait un gros déficit d'éducation civique auprès de nos contemporains, mais que des gens qui ont 18 ans comme des gens qui ont 55 ans. C'est assez généraliste. Et on s'est dit, avant de vouloir que les gens pensent comme nous, on a déjà essayé de faire en sorte qu'ils pensent. Donc leur apporter des éléments sur comment fonctionne la société, des chiffres, des faits, en fait, sur qu'est-ce qui se passe en vrai dans la société, et pour un peu contrebalancer ce qu'on peut entendre dans un certain nombre de médias qui sont détenus par des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous, on va dire. Donc, le but de ces quiz, c'est d'apporter de la matière et d'une façon assez conviviale, donc j'espère que ça va marcher. On va attaquer tranquillement. On va tout de suite rentrer en matière sur l'aspect social un petit peu. Donc une première question. Je fais le lien entre écologie et social. En quelle proportion des émissions de CO2 mondiales sont responsables des 10% les plus riches sur Terre? Donc il y a une première solution, le petit lapin, 19%, 29%, 39% ou 49%. Je vais vous faire lever la main, tout simplement, pour ceux qui étaient là à la première assemblée. Donc qui pense que c'est 19% d'émissions faites par les 10% les plus riches? Qu'est-ce que tu entends par 10% les plus riches? Les 10% de personnes dans le monde qui ont les plus hauts revenus en fait. C'est les 10% les plus riches. Les plus riches. Est-ce que ça va être des États? Non, c'est des gens, c'est vraiment les gens. Ouais. On est 10% les plus riches, donc c'est à la fois les classes moyennes des pays du Nord et c'est les plus riches des pays du Sud. C'est ça. Nous, on est plus ou moins dans les 10% les plus riches. On est plus ou moins. Voilà. Ah ouais, bien sûr que oui. Bah oui, évidemment. Dans le visuel qui va expliquer, on va avoir une précision à la limite. Donc, qui voterait pour 19%? Personne. 29%? 39%? Ok, on commence un peu. Et 49%? Majorité pour 49%. Vous avez raison.
C'est un rapport d'Oxfam en 2017 qui vous me dites si je suis devant d'ailleurs. Désolé. Qui explique que le décile des 10% donc les plus riches sont responsables de près de la moitié des émissions liées au mode de consommation. C'est vraiment donc simplement en fait pour se remettre en tête, et c'est une première question qui est du coup assez large. Quand on dit aux gens faites des efforts, trier, économiser l'eau, etc., quand on cible les ménages, quand on cible les habitants, quand on cible notamment les plus précaires, il y a et aussi quand on cible les pays du monde qui sont les plus dépeuplés, enfin les moins aisés, il y a une vraie mauvaise foi en fait derrière ces discours. Si je puis me permettre, je ne suis pas sûr que les gilets jaunes ne soient pas dans les 10% les plus riches. Allez, là pour le coup, c'était pas par rapport spécialement non, mais parmi les ouais. cibles les plus pauvres, c'est planétaire. Ouais. C'est pas. Tout à fait. La deuxième question. D'ailleurs, enfin, j'ai oublié de le dire et je m'en excuse et ça a déjà commencé donc c'est très bien. Ce quiz a aussi pour but d'être assez participatif. Donc si vous avez des questions de clarification ou des apports à ajouter, n'hésitez pas. C'est un format à l'air un peu descendant, mais l'idée aussi c'est que dès ce quiz on utilise l'intelligence collective. N'hésitez pas. Quel pourcentage de l'ensemble des déchets français les ménages ont-ils produit en 2015? Donc sachant que dans la classification, il y a les ménages, il y a les entreprises et il y a tout ce qui est le domaine de la construction qui est à part. Donc là, juste les ménages. Et l'État. Alors l'État, il n'est pas dans le rapport que j'ai pu avoir. Mais voilà, là c'est les gens, en fait, les gens en dehors des entreprises et du secteur de la construction. 12%, 22%, 32% ou 52%. Donc qui voterait pour 12%? Quelques-uns. Qui voterait pour 22%? Ok. 32%? 4. Et 52%? Ok. C'est 12%. Donc là aussi, c'est un rapport. J'ai pas mis la source. C'est pas bien. C'est l'ADEME, c'est un rapport de l'ADEME de 2015 ou 2016 qui sort tous ces chiffres. Où on voit très bien que les ménages en fait représentent donc 12% des déchets produits en France. Et vous voyez le secteur de la construction qui est un sujet assez énorme en fait. Et donc l'idée c'est, voilà, encore une fois, la culpabilisation continue des citoyens, c'est un abus de langage, on va dire, et là on est vraiment sur la France pour le coup. Et donc l'idée, la question que je pose, et que je vous invite aussi à avoir en tête un petit peu tout au long de cette journée, c'est que l'État et puis la ville et puis la métropole sont des organes politiques et les organes politiques sont faits pour encadrer ce genre de choses. Donc il y aura peut-être des lois à penser, des règlements, de la fiscalité et des critères dans les marchés publics à inventer pour que au niveau des déchets, il y ait une prise de conscience et une autoresponsabilité de la part de ceux qui consomment le plus. Alors, il y a quelques amis qui étaient à la manif du centre-ville qui sont en train d'arriver, ça fait plaisir. Et d'autres arrivent encore. Et d'autres arrivent encore. Voilà, plusieurs à départ. Plusieurs wagons. Pardon. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Oui, je pensais à la grève des boueurs en ce moment. Oui. Et quand on voit tout ce fonctionnement d'ordures, on se dit, bon Dieu, on fait autant. Alors je voulais savoir s'il existe des statistiques, enfin pour les ménagers, combien d'ordures par tonne, enfin je sais qu'il existe des trucs comme ça par rapport aux entreprises, par rapport à nous, parce que quand je vois toutes les ordures, c'est beaucoup quand même. Ouais, effectivement, c'est 568 tonnes du coup pour les ménages français. Ah ouais, donc c'est à diviser par nombre d'habitants, mais ça fait. S'il y en a qui sont bons en calcul, là, 568 divisé par 67 millions.
Dur. Mais j'ai pas le truc, j'ai plus le chiffre en tête. Mais c'est pas 568 kilos par personne, là, ce qui est marqué? Ah si, pardon. Oui. Par ménage. Ma faute. 568 kilos par ménage et par là. Ouais. Donc, Non, par ménage. Par ménage. Par ménage ou par... en 2016, effectivement, la phrase tout en haut, en 2016, nous avons produit 4,6 tonnes de déchets par habitant. Chacun, c'est-à-dire Ouais. dans un groupe, chacun... 4,6 tonnes. Ah, d'accord. Après, il y a les ménages, la consommation, il y a tout un tas de choses. On met une voiture à la casse, c'est un déchet par exemple. Après, excusez-moi, c'est des chiffres. Moi, je sais pas, on est pas interrogé. Donc, moi, c'est que des chiffres. Et là, je reprends la question sur les ordures. La grève, ça s'est lancé à Marseille. Et du coup, on a dit qu'il y a eu beaucoup de. La grève, elle a duré. Mais moi, je me pose la question, comment on fait pour trouver une solution par rapport à justement à cette grève, parce que voilà, les immeubles les mettent dehors, mais bon, ça pollue. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans l'Assemblée est plus calé que moi, mais donc, la grève actuellement, c'est donc la société qui est prestataire de la métropole de Lyon pour faire le ramassage des ordures. Les salariés sont en grève pour des raisons, et voilà, vous me dites si jamais je dis des bêtises, pour des raisons de salariales en fait, où c'est compliqué pour eux. Et Lilia, vas-y. J'en sais peut-être plus que moi. Du coup, je me suis un peu intéressée à la question des déchets. Et en fait, juste par rapport aux déchets, comment ils sont traités sur le territoire de la métropole, ce qu'il faut savoir, c'est que les déchets est une compétence métropolitaine, ce n'est pas la ville, mais la métropole de Lyon, donc 59 communes, 58, 59. Voilà, et en fait, il y a deux modes de traitement des déchets. Donc, une délégation de service public, Pizzorno, qui est le prestataire, qui se fait sur Lyon et Villeurbanne, où vous avez 600 000 à peu près habitants, et le reste de la métropole, c'est 700 000. Et là, c'est la métropole, et donc les agents qui traitent les déchets sont des salariés de la métropole. Les salariés de la métropole demandaient une augmentation de manière très véhémente. Pizzorno, ce qu'ils demandent, c'est que la métropole joue un rôle pour leur amélioration des conditions de salaire suite à voilà. Du coup, par rapport à ta question, il n'y a rien qui est pensé très concrètement sur forcément les ordures comme ça dans la rue. Imaginons qu'il pleuve, ça va aller, ça va intoxiquer les eaux concrètement. Et il n'y a rien qui est pensé, il n'y a aucun dispositif. Et je pense que les décideurs publics n'évaluent même pas les impacts que ça peut avoir sur la toxicité de l'eau et des sols. Donc voilà, il n'y a rien qui est pensé. Je sais qu'à Marseille, il y a des rats, des odeurs. Voilà. Mais eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est le plus vite possible en fait, trouver une solution à la grève parce que ça pose des problèmes de salubrité publique. Voilà. En même temps, je me permets, ça me donne aussi Moi, quand j'avais vu à Marseille, je me suis dit, ça donne l'importance de ce métier. Ça marche. Juste à parler. Ça marche. Voilà. En fait, vous m'entendez? Ouais. En fait, moi, je me suis dit, c'est un métier qui est sous-estimé. Et moi, c'est mon point de vue, même si ça me stresse de voir ces poubelles et tout, je les soutiens parce que c'est vrai que c'est un travail difficile. Et là, on peut se rendre compte que s'ils ne sont pas là, nous, on est dans un risque. Un métier très précieux, c'est clair. On va passer sur le sujet de l'alimentation. Et une troisième question, au classement, et là, je pense que Geneviève, tu pourras nous donner des éléments de réponse, peut-être, je ne sais pas. Ouais, vous êtes un peu loin, c'est vrai que c'est pas très lisible. Au classement des aires urbaines en matière d'autonomie alimentaire, à quelle place nationale se classe Lyon? Qu'est-ce qu'on appelle autonomie alimentaire? L'autonomie alimentaire, c'est le rapport entre l'approvisionnement en production locale de l'alimentation
par rapport à ce qui est consommé au total. En fait. Local sur l'agglomération. Local dans un rayon de 150 km maximum autour de l'aire urbaine. Donc, au classement des aires urbaines, en matière d'autonomie alimentaire, à quelle place nationale se classe-t-on? Selon vous, on est 9e, 19e, 29e ou 39e? Alors, qui voterait pour la 9e place? Ok, 19e, 29e, 39e. C'est partagé, alors là, je pense que c'est du 25% de tous les côtés, c'est parfait. On n'est pas si pire, on est 19e. Mais, en fait, le chiffre important, c'est pas vraiment cette 19e place, c'est, alors je vais vous le dire, on a 2,93% d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire que 2,93% de ce qu'on consomme en alimentation à Lyon est produite localement. C'est extrêmement faible. On a une dépendance assez impressionnante. Ceux qui s'en sortent pas trop mal, et encore, Avignon à 8%. C'est pas non plus, c'est pas fou non plus. Voilà, sur l'ensemble des 100 premières aires urbaines en France, elle est de 2%. C'est-à-dire que s'il y a des ruptures en termes dans la chaîne d'approvisionnement des villes, ça peut être vite très compliqué. Oui, James. Paris-Marseille se trouve où par rapport à Paris est 69e avec 1,27%. Et Marseille, est-ce qu'il apparaît là? Non, je suis désolé, j'ai dû couper le tableau. Soit ils sont entre la 25e et la 50e place, soit ils sont après la 75e place. Je n'ai pas l'idée. J'ai mis la source, et l'idée ce sera de vous partager le support de toute façon sur le site Lyon en commun. N'hésitez pas à aller voir. Tout le rapport qui a été créé par une ONG qui s'appelle Utopie au pluriel est super intéressant. Vraiment, j'ai passé 1 heure dessus hier, j'ai bien voulu coucher tard, mais ce rapport-là est juste passionnant et donne vraiment la mesure de notre dépendance, mine de rien, au pétrole. En fait. Est-ce que quelqu'un doit rajouter quelque chose sur ces sujets-là? Oui, c'est par rapport, parce que Lyon, à Lyon, on ne peut pas cultiver sur les toits, je sais pas quoi. Donc j'aimerais comprendre, par exemple, on a beaucoup de pommes dans la région, on a beaucoup de légumes, par exemple, des poireaux, des choses comme ça. Donc c'est pas Lyon qu'on les cultive, les poireaux, c'est bien dans la région. Donc quand vous dites ça, vous incluez un rayonnement autour de Lyon de combien de 150 km. Tant que ça? Ouais. Oh, c'est beaucoup, hein. Parce que moi je connais un magasin bio, eux, ils n'achètent que dans le rayon de 50 km, pas plus. Donc là, vous êtes plutôt généreux. Vous. Ouais. Moi, c'est pas moi, c'est le rapport Utopie. C'est beaucoup. Hein. Mais ouais. Ouais, Nathalie. Non, c'est juste Juste sur cette question-là de l'alimentation, elle est vraiment fondamentale et certainement dans les mois à venir, on consacrera un temps, une assemblée citoyenne ou une partie d'assemblée citoyenne sur ces questions-là d'alimentation, parce qu'à travers l'alimentation, on touche beaucoup d'autres thématiques, évidemment des thématiques sociales, des thématiques de santé également. Là, on va parler de santé environnementale, mais bien sûr l'alimentation fait partie. Et puis aussi la question du rapport entre territoires urbains, périurbains, ruraux. Et là-dessus, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et des villes peuvent jouer, plutôt que de jouer la carte de la concentration, de l'urbanisation, peuvent jouer, et de la compétition entre les territoires, plutôt la carte de la coopération. Et on a un lien et on a un rôle pour, y compris, aider la structuration d'un certain nombre de filières, dont la filière agricole en conversion, ou déjà bio, ou raisonnée. Et on verra si à un moment donné on peut se diriger vers un projet d'alimentation responsable, le plus bio possible, circuit court, dans la restauration collective municipale. C'est bien sûr les crèches, mais c'est également la cantine, c'est également les résidences de personnes âgées, et de voir comment une ville comme la nôtre, ou des villes comme celles qui sont dans la métropole, peuvent jouer un rôle moteur pour aider, et en lien bien sûr avec les agriculteurs, la filière agricole bio à se développer.
Donc c'était juste de dire que là, avec cette question du quiz, on commence à toucher du doigt un élément qu'on sera certainement amené à développer parce que ça sera un enjeu majeur, je pense, à venir. Clairement. Et ça me fait penser aussi que, par exemple, Grenoble, la ville de Grenoble, est en train de développer une ferme urbaine en régie, par exemple. C'est une solution, et Montsartrou aussi, qui fait la même chose, une régie alimentaire communale. Donc voilà, c'était un peu les 3 questions autour de la résilience. On va passer sur une autre thématique. Alors, attention, question de rapidité. Le premier qui me cite, quel est ce pays? Le Danemark. Oh, le Danemark, il est rapide. Il est rapide. On l'a gagné quoi? Salut Corinne. Est-ce que vous connaissez le Copenhagen Index? C'est un index des villes cyclables du monde, les villes les plus cyclables du monde, qui fait un classement des villes mondiales. En 2017, Strasbourg était 4e, Bordeaux était 6e, Paris était 13e. À quelle place arrive Lyon? C'est sur la France, par contre. Non, c'est sur le monde. Le nom? Ouais. Pas classé. Alors, bonjour, bienvenue, installez-vous. Oh, vous êtes mauvais. Alors, à votre avis, si Strasbourg 4e, Bordeaux 6e et Paris 13e, est-ce que Lyon est 2e? Qui vote pour Lyon 2e? Merci, c'est bizarre. Si, sympa de te dévouer. Qui pense que Lyon est 12e? Ah, il y a un petit peu plus de monde quand même. 19e? Ok. Et non classé, enfin pas dans les 20 premières en tout cas, non classé. C'est quand même 19e qui arrive en tête. Qui arrive en tête parmi une ville. Mais non, en fait. Non. Non, il y a du boulot. Hein. Il va falloir. Il y a matière à changer les choses. Alors, et même si je crois que c'est la métropole dessine des petits vélos en sens inverse d'un peu toutes les rues, notamment dans le 6e arrondissement, on est loin, et des zones trans, c'est vrai. Et on est loin d'avoir un réseau cyclable digne de ce nom, digne d'une des plus grandes métropoles françaises. Donc voilà, ça aussi, ça peut alimenter vos réflexions. Et puis il y aura une thématique toute entière sur les alternatives à la voiture et au métro, qui est aussi un mode de transport en commun, mais qui est assez coûteux, surtout quand on essaie de le faire dans le 5e arrondissement. Et donc voilà un petit peu le classement pour quand même vous montrer. Alors, vous êtes, c'est écrit en petit, je m'excuse. Copenhague en premier, Utrecht en 2e, Amsterdam en 3, Strasbourg en 4e. On marque Ljubljana en Slovénie 8e, Tokyo 9e, Berlin 10e, Séville 14e et Montréal 20e, Oslo 19e. Donc Lyon, peut-être qu'en 2024, on intégrera le classement. Après, moi, je voulais juste rebondir à ce que vous disiez par rapport au métro. Si on fait que si on arrête des métros, c'est pas l'effort. Moi, je me dis, parce qu'on est quand même dans une société où on a peur de l'autre, et quand même les métros, ça permet de parler. Moi, je me sais que la dernière fois, j'ai discuté avec des personnes. Donc, c'est vrai que ça pousse, mais en même temps, ça permet d'aller vers l'autre. Ouais, je ne critiquais pas tant le métro, mais oui, je suis entièrement d'accord. Et que les métros deviennent ou redeviennent des lieux qui sont beaucoup plus vivants et de liens sociaux. Alors, ça, c'est pareil. Hein. Vous pourrez poser des choses dans les ateliers, mais je suis à fond pour. James ? En même temps, là, il s'agit effectivement du développement des modes doux. Les transports en commun que nous utilisons classiquement ne sont pas à remettre en cause pour autant. Copenhague, par exemple, est-ce qu'ils ont beaucoup est-ce que Copenhague est premier? Est-ce qu'ils ont beaucoup de lignes de métro, parce que ça peut aider, parce qu'un gars qui n'a pas de métro, il va peut-être prendre le vélo, etc. Donc, grosso modo, est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Alors, moi, non. Un truc dont je me rappelle, c'est que le maire, je crois, de Copenhague était interviewé dans le documentaire Demain. Et non, c'était un urbaniste même, qui avait travaillé sur Copenhague, et il expliquait,
Alors, du coup, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il expliquait que plus on construit de routes, plus il y a de voitures. Plus on construit de pistes cyclables, plus il y a de vélos. Donc a priori, je pense que plus on construit de lignes de métro, quand même, plus il y aura d'utilisateurs du métro. Mais c'est assez personnel. Si on restreint la circulation automobile, c'est pareil. Si on restreint la circulation automobile en parallèle. Merci Rémi. Ça fait les autoroutes. Il y a 2 lignes de métro à Copenhague. Il y a 2 lignes de métro à 2 Copenhague. stations, c'est pas énorme. Non, donc c'est pour ça qu'on peut comprendre. Question métro, justement. Quelle part du budget du Citral est payée par les usagers via des tickets et les abonnements, à votre avis? 3%, 25%, 46% ou 67%? Et là, Nathalie, prépare-toi, on va te poser des questions suite à ton séjour dans le Nord ces derniers jours. Donc, qui vote pour 3% des recettes du Citral? Non, personne. 25%? Oui, beaucoup plus. 46%? Ok. Et 67%, les 2 tiers? Non. Vous êtes plutôt bien renseignés. C'est effectivement 25%. Avec ce petit graphique que j'ai récupéré directement dans le rapport financier du Citral. Donc 263 millions, donc la partie orange, clients des réseaux, mais là-dedans, en fait, il n'y a pas que les clients des réseaux, en fait. Il y a les tickets et abonnements pour 230 millions d'euros, et il y a tout ce qui est support de publicité, autres pénalités et des petites choses avec. Donc c'est 230 millions d'euros sur un budget total de un peu plus de 900, j'ai plus le chiffre exact, et j'avais prévu de le mettre, mais j'ai oublié de le mettre. Voilà un petit peu ce qu'il faudrait aller chercher pour éventuellement avoir une gratuité des transports en commun. Nathalie, du coup, tu étais à Dunkerque la semaine dernière, je crois, avec quelqu'un. Il est en train de se servir de l'eau avec Maxime, à qui je vais laisser la parole. Du coup. Donc à Dunkerque, c'était plus exactement la communauté urbaine de Dunkerque, puisque c'est l'agglomération, c'est la plus grande agglomération en France qui est, c'est la première, voilà, grande agglomération en France qui a testé la mise en gratuité des transports en commun. Elle l'a testé d'abord les week-ends en 2015 et depuis septembre 2018, elle est passée en gratuité totale, 7 jours sur 7. La gratuité a été un élément du tout, puisqu'il y a eu aussi un gros travail de rénovation du réseau, à la fois les véhicules pour améliorer le service, mais aussi toute une remise à plat du réseau et donc des dessertes, des cadencements, etc. Mais je laisse la parole à Maxime qui va rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a vu. On a rencontré Damien Carême, élu ELV, maire de Grande-Synthe, et qui est par ailleurs vice-président à la communauté urbaine de Dunkerque aux questions des mobilités. Et on a rencontré aussi ces services qui nous ont expliqué comment ils ont fait. Oui, sinon répondre aux questions si vous en avez. C'est vrai que la particularité de Dunkerque, c'est que la part des déplacements en transport en commun, donc en bus, était très faible avant la mise en gratuité. C'était de l'ordre de 5% des déplacements qui s'effectuaient en bus. Et depuis la mise en gratuité, donc ils ont mis tout un système de capteurs à l'entrée et à la sortie des bus qui leur permet de savoir exactement combien de personnes montent et sortent des bus tous les jours. Le nombre de déplacements en bus a doublé depuis le mois de septembre. Ils sont passés de 5 à 10%. Et leur objectif final, c'est d'atteindre 20%, si mes souvenirs sont bons, 20% de déplacements en bus. Alors comme a dit Nathalie, c'est vrai qu'ils ont aussi profité de la mise en gratuité. Alors, un point important, c'est que pour financer une partie du financement de la mise en gratuité, elle s'est faite par le renoncement à un grand projet inutile, à savoir une immense salle de sport dont la nouvelle équipe municipale a jugé, avec l'accord d'une grande partie des habitants, puisque ça faisait partie du programme, que ce n'était pas une mesure utile pour les habitants de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc nous, on pourrait aussi se demander si
dans les grandes dépenses que prévoit notre exécutif actuel, il n'y aurait pas des choix à faire. On peut penser à l'anneau des sciences, le contournement périphérique. Enfin, il y aurait beaucoup de pistes d'économie. En revanche, la différence par rapport à Lyon, c'est que la part des déplacements en transport en commun à Lyon est déjà importante. On n'est pas à 5%, nous on est entre 15 et 20%, je crois. Donc on peut et on doit avoir pour objectif de l'augmenter, bien sûr, mais on ne part pas de la même situation que Dunkerque. Alors, dans le groupe de travail écologie de Lyon en commun, on voudrait s'emparer de cette question et commencer là, peut-être prochainement des auditions avec des chercheurs, des experts qui travaillent sur ces questions-là, notamment Maxime Huret, qui a fondé une association qui propose aux collectivités territoriales des diagnostics, des expertises sur la possibilité de mettre en gratuité partielle ou totale le réseau de transport en commun. Et voilà, c'est un grand enjeu, sachant qu'il faut aussi réussir à le lier à la question du développement des modes vraiment doux que sont la marche à pied et le vélo. Et il ne faut pas que l'un se fasse au détriment de l'autre. La terminologie gratuité, ça me gêne. Le mot gratuit, ça me gêne. Parce que rien n'est gratuit, on sait bien. Donc déjà une question, enfin comme ça, est-ce que c'est une gratuité temporaire? Parce qu'il y a bien, ça doit peser quand même du niveau des infrastructures et compagnie. Et deuxièmement, est-ce que le comportement des voyageurs est différent? Est-ce qu'ils respectent davantage, enfin, entre eux et le matériel? C'est une bonne question, on l'a posée à Damien Carême et effectivement ils font le constat que les bus, et notamment toute la nouvelle flottille de bus qui a été mise en circulation depuis la gratuité, est vraiment beaucoup mieux entretenue et respectée par les usagers depuis que c'est passé en gratuité. Donc l'effet qu'on observe, c'est pas celui de la gratuité des trottinettes, c'est-à-dire une gratuité, enfin entre guillemets, les trottinettes électriques privées où on les balance dans la Saône, c'est pas à nous, c'est à personne. Là, c'est du bien commun. Et apparemment, les usagers, les utilisateurs en prennent conscience. Et l'attitude, c'est plutôt celle d'un plus grand respect. Après, oui, bien sûr, gratuité, c'est quand même, c'est aussi un mot de communication politique de parler de gratuité. L'exécutif de Dunkerque a fait le choix d'afficher sur les bus 100% gratuit 7 jours sur 7, sur tous les bus, c'est écrit en gros. Et ça frappe quoi, quand on arrive. Il y a aussi finalement des comportements, des mentalités à changer, et ce slogan de transport en commun qui sont gratuits pour l'usager au moment où il monte dedans, je pense que ça a une signification. Après, sur le coût de la gratuité, on l'a vu, à Lyon, c'est de l'ordre c'est un peu moins de 30% du fonctionnement qui est payé par les tickets, les abonnements, les cartes, dont aussi une partie qui serait économisée par le poste de dépense contrôle, qui représente quelque chose. Mais voilà, à l'heure actuelle, on ne peut pas... ce serait téméraire de dire qu'on peut s'engager pour la gratuité totale des transports en commun à Lyon. L'équipe municipale de Paris a lancé un plan là-dessus. La conclusion, c'est que du point de vue financier, ce serait trop lourd. Nous, on n'a pas non plus les infrastructures de Paris, on n'a pas 14 lignes de métro, 5 lignes de RER, etc. Mais la question après, c'est de savoir jusqu'où on peut pousser la gratuité. Là, à partir de septembre, tous les transports en commun à Paris seront gratuits pour tous les enfants jusqu'à 11 ans, par exemple. Donc il y a des formes de gratuité partielles, voire étendues, qui sont intéressantes et qui peuvent déjà créer une culture du déplacement en transport en commun pour les enfants jusqu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Juste, moi je suis un tout petit peu plus radical que Maxime du coup, mais c'est bien parce que du coup on se complète les uns les autres, les unes les autres. Je pense au moins, et je suis d'accord évidemment avec la prudence, mais c'est qu'il faut fixer un cap. Et ce cap, ça doit être celui de la gratuité. Et moi à l'inverse, j'aime bien la notion de gratuité. Et qui pour moi ne veut pas dire, gratuit ne veut pas dire que ça n'a pas de coût. Oui, il y a un coût. Simplement, il n'est pas forcément supporté de la même manière et par les mêmes personnes
Et donc c'est plus la question comment on joue sur les prix, mais on ne renie pas le fait qu'il y a un coût en effet. Oui, et là, complètement d'accord, la situation n'est pas tout à fait comparable entre Dunkerque et Lyon, même si j'insiste, Dunkerque, on se l'était dit ensemble, c'est quand même 200 000 habitants déjà, donc c'est pas comme Aubagne, on disait c'est une petite commune et donc c'est pas comparable. Il faut savoir aussi que Clermont-Ferrand s'engage sur le chemin de la gratuité. On va à Clermont-Ferrand le 12 mai finalement, je ne sais plus, mais bientôt. Pour travailler cette question-là avec d'autres questions, mais aussi celle-ci. Donc c'est un mouvement qui traverse pas que nous, pas que la collectivité de Dunkerque, mais d'autres collectivités. Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il y a les dépenses qui sont liées bien sûr au contrôle, mais aussi à tous les investissements. Vous pensez aux petits portillons qui sont mis, enfin tout ce qui est la campagne quand même nauséabonde d'informations sur la lutte contre la fraude. Enfin, je veux dire, c'était quand même les comportements aussi qui suscitent une agressivité. On a tous été témoins de gens qui se sont fait contrôler de manière un petit peu musclée, on va dire. Hein. Et ça contribue aussi, et votre question est très, très importante, à la dégradation aussi du climat dans le bus. Hein. Et ce que nous disaient en effet les techniciens de Dunkerque, c'est que je crois qu'il y a moins 60% d'actes de détérioration depuis septembre dans les bus, depuis la mise en gratuité. Parce que je crois que d'une part, il y a la notion de bien commun quand même qui approche, et puis il y a cette idée de tension qui baisse au sein des transports. Donc en termes de coûts, il y a ces économies-là. Et puis il faut quand même qu'on se pose la même question que soulevait aussi Lilia tout à l'heure par rapport à l'entreprise qui collecte les ordures ménagères, les déchets ménagers. Leur revendication, elle est un peu sur le salaire. Ils touchent 300 € de moins quand même mensuels que les salariés, enfin les fonctionnaires. Et puis surtout, et là tu avais complètement raison, sur les conditions de travail. Mais pourquoi ? Parce qu'on a une ubérisation du service public. On l'avait sur le transport des élèves porteurs de handicap, par exemple avec Vortex, hein, et en l'occurrence on a gagné contre Vortex, voilà. Mais c'est le cas aussi pour les déchets, parce que finalement la métropole fait des DSP, DSP, délégations de services publics, elle tire les prix vers le bas. Donc pour avoir marché, l'entreprise, elle répond au plus bas, mais il n'y a pas de miracle. Elle baisse aussi, évidemment, tout ce qui va être conditions de travail, si ce n'est les salaires, et c'est quand même parfois les salaires, c'est à minima les conditions de travail. Voilà. Et là, pourquoi je fais cet aparté ? Parce que là aussi, sur le transport, donc il y a l'OCITRAL, qui est l'autorité des transports, et puis ils ont fait une délégation de service public à une entreprise. Eh bien, si vous regardez la presse, cette entreprise qui est Keolis, en 2018, ils se vantent de records, de bénéfices records. Plus, je crois, 8 millions d'euros de bénéfices par rapport aux années précédentes. Mais est-ce que c'est l'objet d'une entreprise qui répond à un service public, en l'occurrence transporter des habitants et des habitantes, que faire des bénéfices records ? Qu'elle soit excédentaire, qu'elle ne soit pas déficitaire, tant mieux, ça veut dire qu'il y a une bonne gestion. Mais se vanter de bénéfices records, en disant en plus 40% vont aux salariés via un intéressement, oui, mais les 60 autres. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a du mou, il y a du mou. Et puis la dernière chose, c'est le versement transport. Le versement transport, la loi prévoit que les entreprises de plus de 11 salariés payent une taxe qui peut aller jusqu'à 2% de son, alors je sais plus, je crois de son chiffre d'affaires, mais c'est à vérifier. Ce que j'ai vérifié par contre, c'est que sur la métropole, le taux qui a été fixé pour le versement transport, c'est 1,85%. Ça veut dire qu'on pourrait monter à 2%. Il y a des villes et des collectivités qui sont au taquet, c'est-à-dire 2%. Il faudrait qu'on compte, qu'on regarde en chiffres bruts combien ça représente. Évidemment qu'on aille discuter avec la CCI, avec les entreprises pour être dans un dialogue avec eux, sachant que si on mettait gratuit, étant donné que les entreprises contribuent au plan de déplacement de leurs salariés et payent parfois jusqu'à 50% des abonnements, si c'est gratuit, ils paieraient plus ça. Donc à la limite, vous voyez, il y a vraiment un jeu, en tout cas des comptes à faire très précisément. Là, on veut nous faire croire, comme pour le logement d'ailleurs, hein, oh là là, c'est compliqué, il y a plein de choses qui nous échappent. Je pense qu'en fait, comme d'habitude, il y a beaucoup de bon sens et puis il y a un cap politique à tenir. Et en effet, on n'y arrivera certainement pas du jour au lendemain, et là, 1000 fois d'accord sur la prudence, il va falloir y aller par étapes et l'annoncer, se donner des objectifs chiffrés, et ça peut être un objectif de fin de mandat ou de 10 ans, j'en sais rien, on ne va pas s'avancer aujourd'hui, mais je crois que le cap de dire
La vraie question, c'est le coût et par qui doit-il être supporté, et est-ce que c'est forcément par les usagers? Tout ça, ça se discute. Merci. Oui, vas-y. Bertrand et... Oui, vas-y. En fait, je pense que vous dites, parce qu'on va de payant super cher, je parle de Lyon, des tarifs d'abonnement, à l'extrême, gratuit. Et je me dis, il y a un coût, vous allez payer les salariés, les bus, les métros, c'est qui va payer? Est-ce que ça tombe du ciel? Ou est-ce qu'on va, on paye des impôts, et ça va être les salariés, avec les cotisations salariales. Donc voilà, c'est pour ça que moi je me dis que vous parlez d'étapes, peut-être déjà diminuer l'abonnement. Alors, c'est super intéressant parce que du coup c'est une des problématiques sur lesquelles on va travailler, et a priori c'est la problématique, Nathalie, sur laquelle tu souhaitais être justement en personne ressource, ou peut-être Maxime, pour apporter des réponses de votre retour d'expérience du Nord, et ce serait super intéressant que tu sois sur cette table pour apporter des idées en fait sur comment on va chercher soit cet argent, soit on arrive à moduler un petit peu les choses. Si ça vous va de continuer l'échange autour de la table et d'en faire profiter vos collègues de table thématique. Ok? On continue? Du coup, on va enchaîner une petite question transition sur tout ce qui est mobilité, mais aussi santé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Un petit oiseau qui dit « Je me suis souvent demandé si les caleçons de la marque Diesel étaient équipés de filtres à particules. » Combien de morts, malheureusement par an, compte-t-on à cause de la pollution de l'air en France? Juste en France. Trop, oui. 8 000, 28 000, 48 000, 68 000. C'est déjà des chiffres qui sont énormes. Qui pense que c'est 8 000? 28 000? 48 000 par an. Et 68 000. C'est un certain nombre à être rond. Est-ce que Kemal de l'association L'air des Lyonnais est ici? Il y a eu des rapports qui ont fait. Oui. Ok, on va te demander d'apporter des éclairages, si tu le souhaites, d'ailleurs, je ne te force pas. Mais simplement pour vous donner quelques chiffres, ça a été quand même croisé par un certain nombre de sources, donc après avoir, on ira voir les sources, et de toute façon, toutes les infos qu'on vous présente là aujourd'hui, et toutes les infos qu'on vous présente, vous avez presque le devoir moral d'aller vérifier les sources, tout le temps, à chaque fois, c'est hyper important. Donc, d'après Le Monde, et une enquête Santé publique France, le tabac ferait 73 000 morts, la pollution de l'air 48 000, l'alcool 41 000, et les accidents de la route 3 300. Est-ce que, juste pour info, vous avez une idée du nombre de morts par an en moyenne à cause du terrorisme sur les 15 dernières années? En France. 14. 14 morts par an en moyenne en France à cause du terrorisme. Et quand on pense aux moyens qui sont dédiés à la lutte contre le terrorisme, c'est assez impressionnant. Kemal, du coup, tu veux nous partager des infos? Simplement confirmer le chiffre. Effectivement, en France, 40 000 décès qui sont liés à la pollution de l'air. Pour revenir à Lyon, il faut savoir que Lyon est frappé par une pollution qui est quand même assez conséquente. N'oublions pas que la France est aussi... l'Europe est en train de sanctionner la France pour ses excès de pollution. Nous avons plusieurs villes comme ça qui sont concernées par un excès de pollution, avec les conséquences que l'on connaît. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à aller justement sur le site que nous avons créé au sein de l'association des Lyonnaises et des Lyonnais. Vous aurez une multitude de témoignages et vous aurez aussi des documents qui sont attribués à Atmo, qui étudie la pollution dans la région Rhône-Alpes, Auvergne.
Donc vous aurez une multitude de réponses et des confirmations de tout ce qui est dit ici. Voilà, dans un premier temps. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, ce qu'on observe sur la carte, vous aurez le support, c'est vraiment les grandes villes qui sont touchées, évidemment, dû à l'activité humaine, que ce soit la civilisation ou d'autres pollutions. Deux petites questions, je crois, pour finir, sur la santé. Je sais que Mathieu et Viviane, si vous voulez venir devant même pour m'accompagner, n'hésitez pas. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez, c'est Macron qui prend la douche. À quoi sert Nicolas Hulot? Macron lui demande passe-moi le gel douche. Et Nicolas Hulot lui répond avec ou sans perturbateur endocrinien. Question 7. Parmi certains des produits du quotidien, suivant, quels sont ceux qui se révèlent être des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques? On va demander aux amis de nous dire la définition un petit peu de ce que ça veut dire, même si on comprend un peu. Donc les couches pour bébé, les dentifrices, les crèmes solaires ou les produits d'entretien de la maison? Les quatre. Alors, qui vote pour les couches? On a compris comment tu marchais. C'est un QCM, effectivement. Les couches pour bébé. Ok. Ah, pas tant que ça. Les dentifrices. Les crèmes solaires. Les produits d'entretien. Il y en a qui votent pas. Et malheureusement, c'est tous. Petite explication, Viviane et Mathieu. Bonjour. Oui, James. Paris-Marseille se trouve où par rapport à... Paris est 69e avec 1,27%. Et Marseille, est-ce qu'il apparaît là? Non, je suis désolé, j'ai dû couper le tableau. Soit ils sont entre la 25e et la 50e place, soit ils sont après la 75e place. Je n'ai pas l'idée. J'ai mis la source, et l'idée ce sera de vous partager le support de toute façon sur le site Lyon en commun. N'hésitez pas à aller voir. C'est tout le rapport qui a été créé par une ONG qui s'appelle Utopie au pluriel est super intéressant. Vraiment, j'ai passé 1 heure dessus hier. J'ai bien voulu me coucher tard, mais ce rapport-là est juste passionnant et donne vraiment la mesure de notre dépendance, mine de rien, au pétrole. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ces sujets-là? Oui, c'est par rapport. Parce que Lyon, à Lyon, on ne peut pas cultiver sur les toits, je ne sais pas quoi. Donc j'aimerais comprendre. Par exemple, on a beaucoup de pommes dans la région, on a beaucoup de légumes, par exemple, des poireaux, des choses comme ça. Donc, c'est pas Lyon qu'on les cultive, les poireaux, c'est bien dans la région. Donc quand vous dites ça, vous incluez un rayonnement autour de Lyon de combien de... 150 km. Tant que ça? Ouais. Oh, c'est beaucoup, hein. Parce que moi je connais un magasin bio, eux, ils n'achètent que dans le rayon de 50 km, pas plus. Donc là, vous êtes plutôt généreux. Ouais. C'est le rapport Utopie. C'est beaucoup. Mais ouais, Nathalie. Juste sur cette question-là de l'alimentation, elle est vraiment fondamentale et certainement dans les mois à venir, on consacrera un temps, une assemblée citoyenne ou une partie d'assemblée citoyenne sur ces questions-là d'alimentation, parce qu'à travers l'alimentation, on touche beaucoup d'autres thématiques, évidemment des thématiques sociales, des thématiques de santé également. Là, on va parler de santé environnementale, mais bien sûr, l'alimentation fait partie. Et puis aussi la question du rapport entre territoires urbains, périurbains, ruraux. Et là-dessus, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Et des villes peuvent jouer, plutôt que de jouer la carte de la concentration, de l'urbanisation, peuvent jouer, et de la compétition entre les territoires, plutôt la carte de la coopération. Et on a un lien, et on a un rôle pour, y compris, aider la structuration d'un certain nombre de filières, dont la filière agricole en conversion, ou déjà bio, ou raisonnée. Et on verra si à un moment donné on peut se diriger vers un projet d'alimentation responsable, le plus bio possible, circuit court, dans la restauration collective municipale. C'est bien sûr les crèches, mais c'est également la cantine, c'est également les résidences de personnes âgées, et de voir comment une ville comme la nôtre, ou des villes comme celles qui sont dans la métropole, peuvent jouer un rôle moteur pour aider
et en lien bien sûr avec les agriculteurs, la filière agricole bio à se développer. Donc c'était juste de dire que là, avec cette question du quiz, on commence à toucher du doigt un élément qu'on sera certainement amené à développer parce que ça sera un enjeu majeur, je pense, à venir. Clairement. Et ça me fait penser aussi que, par exemple, Grenoble, la ville de Grenoble, est en train de développer une ferme urbaine en régie, par exemple. C'est une solution, et Montsartroux aussi, qui fait la même chose, une régie alimentaire communale. Donc voilà, c'était un peu les 3 questions autour de la résilience. On va passer sur une autre thématique. Alors, attention, question de rapidité. Le premier qui me cite, quel est ce pays? Le Danemark. Oh, le Danemark, il est rapide. Il est rapide. Il a gagné quoi? Salut Corinne. Est-ce que vous connaissez le Copenhagen Index? C'est un index des villes cyclables du monde, les villes les plus cyclables du monde, qui fait un classement des villes mondiales. En 2017, Strasbourg était 4e, Bordeaux était 6e, Paris était 13e. À quelle place arrive Lyon? C'est sur la France, par contre. Non, c'est sur le monde. Le monde. Ouais. Pas classé. Pas classé. Alors, bonjour, bienvenue, installez-vous. Ah, vous avez raison. Alors, à votre avis, si Strasbourg 4e, Bordeaux 6e et Paris 13e, est-ce que Lyon est 2e? Qui vote pour Lyon 2e? Merci, c'est bizarre. Si, sympa de te dévouer. Qui pense que Lyon est 12e? Ah, il y a un petit peu plus de monde quand même. 19e? Ok. Et non classé, enfin pas dans les 20 premières en tout cas, non classé. C'est quand même 19e qui arrive en tête. Qui arrive en tête parmi mille. Mais non, en fait. Non. Non, il y a du boulot. Hein. Il y a matière à changer des choses. Alors, même si je crois que c'est la métropole dessine des petits vélos en sens inverse d'un peu toutes les rues, notamment dans le 7e arrondissement, on est loin, et des zones franches, c'est vrai. Et on est loin d'avoir un réseau cyclable digne de ce nom, digne d'une des plus grandes métropoles françaises. Donc voilà, ça aussi, ça peut alimenter vos réflexions. Et puis il y aura une thématique toute entière sur les alternatives à la voiture et au métro, qui est aussi un mode de transport en commun, mais qui est assez coûteux, surtout quand on essaie de le faire dans le 5e arrondissement. Et donc voilà un petit peu le classement pour quand même vous montrer. Alors, vous êtes, c'est écrit en petit, je m'excuse. Copenhague en premier, Utrecht en 2e, Amsterdam en 3, Strasbourg en 4e. On marque Ljubljana en Slovénie 8e, Tokyo 9e, Berlin 10e, Séville 14e et Montréal 20e, Oslo 19e. Donc Lyon, peut-être qu'en 2024, on intégrera le classement. Après, moi, je voulais juste rebondir à ce que vous disiez par rapport au métro. Si on fait que si on arrête des métros, c'est par l'effort. Moi, je me dis, parce qu'on est quand même dans une société où on a peur de l'autre, et quand même les métros, ça permet de parler. Moi, je sais que la dernière fois, j'ai discuté avec des personnes. Donc, c'est vrai que ça pousse, mais en même temps, ça permet d'aller vers l'autre. Ouais, je ne critiquais pas tant le métro, mais oui, je suis entièrement d'accord. Et que les métros deviennent ou redeviennent des lieux qui sont beaucoup plus vivants et de liens sociaux, ça c'est pareil. Hein. Vous pourrez poser des choses dans les ateliers, mais je suis à fond pour. James ? En même temps, là il s'agit effectivement du développement des modes doux. Les transports en commun que nous utilisons classiquement ne sont pas à remettre en cause pour autant. Copenhague, par exemple, est-ce qu'ils ont beaucoup est-ce que Copenhague est premier, est-ce qu'ils ont beaucoup de lignes de métro, parce que ça peut aider, parce qu'un gars qui n'a pas de métro, il va peut-être prendre le vélo, etc. Donc, grosso modo, est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Alors, moi, non. Un truc dont je me rappelle, c'est que le maire, je crois, de Copenhague était interviewé dans le documentaire Demain,
Et non, c'était un urbaniste même, qui avait travaillé sur Copenhague, et il expliquait, alors du coup, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il expliquait que plus on construit de routes, plus il y a de voitures. Plus on construit de pistes cyclables, plus il y a de vélos. Donc a priori, je pense que plus on construit de lignes de métro, quand même, plus il y aura d'utilisateurs du métro. Mais c'est assez personnel. Si on restreint la circulation automobile en parallèle. Si on restreint la circulation automobile en parallèle. Merci Rémi. Ça fait des autoroutes. Il y a 2 lignes de métro à Copenhague. Il y a 2 lignes de métro à Copenhague. 2 stations, c'est pas énorme. Non, donc c'est pour ça qu'on peut comprendre aussi. Question métro, justement. Quelle part du budget du Citral est payée par les usagers via les tickets et les abonnements, à votre avis? 3%, 25%, 46% ou 67%? Et là, Nathalie, prépare-toi, on va te poser des questions suite à ton séjour dans le Nord ces derniers jours. Donc, qui vote pour 3% des recettes du Citral? Non, personne. 25%? Oui, beaucoup plus. 46%? Ok. Et 67%, les 2 tiers? Non. Vous êtes plutôt bien renseigné. C'est effectivement 25%. Avec ce petit graphique que j'ai récupéré directement dans le rapport financier du Citral. Donc 263 millions, donc la partie orange, clients des réseaux, mais là-dedans, en fait, il n'y a pas que les clients des réseaux, en fait. Il y a les tickets et abonnements pour 230 millions d'euros, et il y a tout ce qui est support de publicité, autres pénalités et des petites choses annexes. Donc c'est 230 millions d'euros sur un budget total de un peu plus de 900, j'ai plus le chiffre exact, et j'avais prévu de le mettre, mais j'ai oublié de le mettre. Voilà un petit peu ce qu'il faudrait aller chercher pour éventuellement avoir une gratuité des transports en commun. Nathalie, du coup, tu étais à Dunkerque la semaine dernière, je crois, avec quelqu'un. Il est en train de se servir de l'eau avec Maxime, à qui je vais laisser la parole. Du coup. Donc à Dunkerque, c'était plus exactement la communauté urbaine de Dunkerque, puisque c'est l'agglomération, c'est la plus grande agglomération en France qui est, c'est la première, voilà, grande agglomération en France qui a testé la mise en gratuité des transports en commun. Elle l'a testé d'abord les week-ends en 2015 et depuis septembre 2018, elle est passée en gratuité totale, 7 jours sur 7. La gratuité a été un élément du tout, puisqu'il y a eu aussi un gros travail de rénovation du réseau, à la fois les véhicules pour améliorer le service, mais aussi toute une remise à plat du réseau et donc des dessertes, des cadencements, etc. Mais je laisse la parole à Maxime qui va s'il veut rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a vu. En effet, on a rencontré Damien Carême, élu ELV, maire de Grand-Sainte, et qui est par ailleurs vice-président à la communauté urbaine de Dunkerque aux questions des mobilités. Et on a rencontré aussi ces services qui nous ont expliqué comment ils ont fait. Oui, sinon répondre aux questions si vous en avez. C'est vrai que la particularité de Dunkerque, c'est que la part des déplacements en transport en commun, donc en bus, était très faible avant la mise en gratuité. C'était de l'ordre de 5% des déplacements qui s'effectuaient en bus. Et depuis la mise en gratuité, donc ils ont mis tout un système de capteurs à l'entrée et à la sortie des bus qui leur permet de savoir exactement combien de personnes montent et sortent des bus tous les jours. Le nombre de déplacements en bus a doublé depuis le mois de septembre. Ils sont passés de 5 à 10%. Et leur objectif final, c'est d'atteindre 20%, si mes souvenirs sont bons, 20% de déplacements en bus. Alors comme a dit Nathalie, c'est vrai qu'ils ont aussi profité de la mise en gratuité. Alors, un point important, c'est que pour financer une partie du financement de la mise en gratuité, elle s'est faite par le renoncement à un grand projet inutile, à savoir une immense salle de sport dont la nouvelle équipe municipale a jugé, avec l'accord d'une grande partie des habitants, puisque ça faisait partie du programme, que ce n'était pas une mesure utile pour les habitants de la communauté urbaine de Dunkerque.
Donc, on pourrait aussi se demander si, dans les grandes dépenses que prévoit notre exécutif actuel, il n'y aurait pas des choix à faire. On peut penser à l'anneau des sciences, le contournement périphérique. Enfin, voilà, il y aurait beaucoup de pistes d'économie. En revanche, la différence par rapport à Lyon, c'est que la part des déplacements en transport en commun à Lyon est déjà importante. On n'est pas à 5%, nous on est entre 15 et 20%, je crois. Donc on peut et on doit avoir pour objectif de l'augmenter, bien sûr, mais on ne part pas de la même situation que Dunkerque. Alors, dans le groupe de travail écologie de Lyon en commun, on voudrait s'emparer de cette question et commencer là, peut-être prochainement des auditions avec des chercheurs, des experts qui travaillent sur ces questions-là, notamment Maxime Muret, qui a fondé une association qui propose aux collectivités territoriales des diagnostics, des expertises sur la possibilité de mettre en gratuité partielle ou totale le réseau de transport en commun. Et voilà, c'est un grand enjeu, sachant qu'il faut aussi réussir à le lier à la question du développement des modes vraiment doux que sont la marche à pied et le vélo. Et il ne faut pas que l'un se fasse au détriment de l'autre. La terminologie gratuité, ça me gêne. Le mot gratuit, ça me gêne. Parce que rien n'est gratuit, on sait bien. Donc déjà une question enfin, comme ça, est-ce que c'est une gratuité temporaire? Parce qu'il y a bien ça doit peser quand même du niveau des infrastructures et compagnie. Et deuxièmement, est-ce que le comportement des voyageurs est différent? Est-ce qu'ils respectent davantage enfin, entre eux et le matériel? C'est une bonne question, on l'a posée à Damien Carême et effectivement ils font le constat que les bus, et notamment toute la nouvelle flottille de bus qui a été mise en circulation depuis la gratuité, est vraiment beaucoup mieux entretenue et respectée par les usagers depuis que c'est passé en gratuité. Donc l'effet qu'on observe, c'est pas celui de la gratuité des trottinettes, c'est-à-dire une gratuité, enfin entre guillemets, les trottinettes électriques privées où on les balance dans la Saône, c'est pas à nous, c'est à personne. Là, c'est du bien commun. Et apparemment, les usagers, les utilisateurs en prennent conscience. Et l'attitude, c'est plutôt celle d'un plus grand respect. Après, oui, bien sûr, gratuité, c'est quand même, c'est aussi un mot de communication politique de parler de gratuité. L'exécutif de Dunkerque a fait le choix d'afficher sur les bus 100% gratuit 7 jours sur 7, sur tous les bus, c'est écrit en gros. Et ça frappe quoi, quand on arrive. Il y a aussi finalement des comportements, des mentalités à changer, et ce slogan de transport en commun qui sont gratuits pour l'usager au moment où il monte dedans, je pense que ça a une signification. Après, sur le coût de la gratuité, on l'a vu, hein, à Lyon, c'est de l'ordre c'est un peu moins de 30% du fonctionnement qui est payé par les tickets, les abonnements, les cartes, dont aussi une partie qui serait économisée par le poste de dépense contrôle, hein, qui représente quelque chose. Mais voilà, à l'heure actuelle, on ne peut pas... ce serait téméraire de dire qu'on peut s'engager pour la gratuité totale des transports en commun à Lyon. L'équipe municipale de Paris a lancé un plan là-dessus. La conclusion, c'est que du point de vue financier, ce serait trop lourd. Nous, on n'a pas non plus les infrastructures de Paris, on n'a pas 14 lignes de métro, 5 lignes de RER, etc. Mais la question après, c'est de savoir jusqu'où on peut pousser la gratuité. À partir de septembre, tous les transports en commun à Paris seront gratuits pour tous les enfants jusqu'à 11 ans, par exemple. Donc il y a des formes de gratuité partielles, voire étendues, qui sont intéressantes et qui peuvent déjà créer une culture du déplacement en transport en commun pour les enfants jusqu'à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Juste, moi je suis un tout petit peu plus radicale que Maxime du coup, mais c'est bien parce que du coup on se complète les uns les autres, les unes les autres. Je pense au moins, mais je suis d'accord évidemment avec la prudence, mais c'est qu'il faut fixer un cap. Et ce cap, ça doit être celui de la gratuité. Et moi à l'inverse, j'aime bien la notion de gratuité. Et qui pour moi ne veut pas dire gratuit, ne veut pas dire que ça n'a pas de coût. Oui, il y a un coût.
Simplement, il n'est pas forcément supporté de la même manière et par les mêmes personnes. Et donc c'est plus la question comment on joue sur les prix, mais on ne renie pas le fait qu'il y a un coût, en effet. Oui, et là, complètement d'accord, la situation n'est pas tout à fait comparable entre Dunkerque et Lyon, même si j'insiste, Dunkerque, on se l'était dit ensemble, c'est quand même 200 000 habitants déjà, donc c'est pas comme Aubagne, on disait c'est une petite commune et donc c'est pas comparable. Il faut savoir aussi que Clermont-Ferrand s'engage sur le chemin de la gratuité. On va à Clermont-Ferrand le 12 mai finalement, je sais plus, mais bientôt, pour travailler cette question-là avec d'autres questions, mais aussi celle-ci. Donc c'est un mouvement qui traverse pas que nous, pas que la collectivité de Dunkerque, mais d'autres collectivités. Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il y a les dépenses qui sont liées bien sûr au contrôle, mais aussi à tous les investissements. Vous pensez aux petits portillons qui sont mis, enfin tout ce qui est la campagne quand même nauséabonde d'informations sur la lutte contre la fraude. Enfin, je veux dire, c'était quand même les comportements aussi qui suscitent une agressivité. On a tous été témoins de gens qui se sont fait contrôler de manière un petit peu musclée, on va dire. Hein. Et ça contribue aussi, et votre question est très, très importante, à la dégradation aussi du climat dans le bus. Hein. Et ce que nous disaient en effet les techniciens de Dunkerque, c'est que je crois qu'il y a moins 60% d'actes de détérioration depuis septembre dans les bus, depuis la mise en gratuité. Parce que je crois que d'une part, il y a la notion de bien commun quand même qui approche, et puis il y a cette idée de tension qui baisse au sein des transports. Donc en termes de coûts, il y a ces économies-là. Et puis il faut quand même qu'on se pose la même question que soulevait aussi Lilia tout à l'heure par rapport à l'entreprise qui collecte les ordures ménagères, les déchets ménagers. Leur revendication, elle est un peu sur le salaire. Ils touchent 300 € de moins quand même mensuels que les salariés, enfin les fonctionnaires. Et puis surtout, et là tu avais complètement raison, sur les conditions de travail. Mais pourquoi? Parce qu'on a une ubérisation du service public. On l'avait sur le transport des élèves porteurs de handicap, par exemple avec Vortex, hein, et en l'occurrence on a gagné contre Vortex, voilà. Mais c'est le cas aussi pour les déchets, parce que finalement la métropole fait des DSP, DSP, délégations de services publics, elle tire les prix vers le bas. Donc pour avoir marché, l'entreprise, elle répond au plus bas, mais il n'y a pas de miracle. Elle baisse aussi, évidemment, tout ce qui va être conditions de travail, si ce n'est les salaires, et c'est quand même parfois les salaires, c'est à minima les conditions de travail. Voilà. Et là, pourquoi je fais cet aparté? Parce que là aussi, sur le transport, donc il y a l'OCITRAL, qui est l'autorité des transports, et puis ils ont fait une délégation de service public à une entreprise. Eh bien, si vous regardez la presse, cette entreprise qui est Keolis, en 2018, ils se vantent de records, de bénéfices records. Plus, je crois, 8 millions d'euros de bénéfices par rapport aux années précédentes. Mais est-ce que c'est l'objet d'une entreprise qui répond à un service public, en l'occurrence transporter des habitants et des habitantes, que faire des bénéfices records? Qu'elle soit excédentaire, qu'elle ne soit pas déficitaire, tant mieux, ça veut dire qu'il y a une bonne gestion. Mais se vanter de bénéfices records, en disant en plus 40% vont aux salariés via un intéressement, oui, mais les 60 autres. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a du mou, il y a du mou. Et puis la dernière chose, c'est le versement transport. Le versement transport, la loi prévoit que les entreprises de plus de 11 salariés payent une taxe qui peut aller jusqu'à 2% de son, alors je sais plus, je crois de son chiffre d'affaires, mais c'est à vérifier. Ce que j'ai vérifié par contre, c'est que sur la métropole, le taux qui a été fixé pour le versement transport, c'est 1,85%. Ça veut dire qu'on pourrait monter à 2%. Il y a des villes et des collectivités qui sont au taquet, c'est-à-dire 2%. Il faudrait qu'on compte, qu'on regarde en chiffres bruts combien ça représente. Évidemment qu'on aille discuter avec la CCI, avec les entreprises pour être dans un dialogue avec eux, sachant que si on mettait gratuit, étant donné que les entreprises contribuent au plan déplacement de leurs salariés et payent parfois jusqu'à 50% des abonnements, si c'est gratuit, ils ne paieraient plus ça. Donc à la limite, vous voyez, il y a vraiment un jeu, en tout cas des comptes à faire très précisément. Là, on veut nous faire croire, comme pour le logement d'ailleurs, hein, oh là là, c'est compliqué, il y a plein de choses qui nous échappent. Je pense qu'en fait, comme d'habitude, il y a beaucoup de bon sens et puis il y a un cap politique à tenir. Et en effet, on n'y arrivera certainement pas du jour au lendemain, et là, 1000 fois d'accord sur la prudence, il va falloir y aller par étapes et l'annoncer, se donner des objectifs chiffrés,
Et ça peut être un objectif de fin de mandat ou de 10 ans, j'en sais rien. Enfin, on ne va pas s'avancer aujourd'hui. Mais je crois que le cap de dire la vraie question, c'est le coût et par qui doit-il être supporté et est-ce que c'est forcément par les usagers, tout ça, ça se discute. Merci. Oui, en fait. Vas-y. Patron, il y a... Oui, vas-y. En fait, je pense que vous dites, parce qu'on va de payant super cher, je parle de Lyon, les tarifs d'abonnement, à l'extrême, gratuit. Et je me dis, il y a un coût pour payer les salariés, les bus, les métros, c'est qui va payer? Est-ce que ça tombe du ciel? Ou est-ce qu'on va, on paye des impôts, et ça va être les salariés, avec les cotisations salariales. Donc voilà, c'est pour ça que moi je me dis que vous parlez d'étapes, peut-être déjà diminuer l'abonnement. Alors, c'est super intéressant parce que du coup c'est une des problématiques sur lesquelles on va travailler et a priori c'est la problématique, Nathalie, sur laquelle tu souhaitais être justement en personne ressource ou peut-être Maxime pour apporter des réponses de votre retour d'expérience du Nord et ce serait super intéressant que tu sois sur cette table pour apporter des idées en fait sur comment on va chercher soit cet argent, soit on arrive à moduler un petit peu les choses. Si ça vous va de continuer l'échange autour de la table et d'en faire profiter vos collègues de table thématique. Ok? On continue? Du coup, on va enchaîner une petite question transition sur tout ce qui est mobilité, mais aussi santé. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Un petit oiseau qui dit « Je me suis souvent demandé si les caleçons de la marque Diesel étaient équipés de filtres à particules. » Combien de morts, malheureusement par an, compte-t-on à cause de la pollution de l'air? En France. Juste en France. Trop, oui. 8 000, 28 000, 48 000, 68 000. C'est déjà des chiffres qui sont énormes. Qui pense que c'est 8 000? 28 000? 48 000 par an. Et 68 000. C'est un certain nombre à avoir bon. Est-ce que Kemal de l'association L'air des Lyonnais est ici? Il y a eu des rapports qui ont fait. Oui. Ok, on va te demander d'apporter des éclairages, si tu le souhaites, d'ailleurs, je ne te force pas. Mais simplement pour vous donner quelques chiffres, ça a été quand même croisé par un certain nombre de sources, donc après à voir, on ira voir les sources, et de toute façon, toutes les infos qu'on vous présente là aujourd'hui, et toutes les infos qu'on vous présente, vous avez presque le devoir moral d'aller vérifier les sources, tout le temps, à chaque fois, c'est hyper important. Donc, d'après Le Monde, et une enquête Santé publique France, le tabac ferait 73 000 morts, la pollution de l'air 48 000, l'alcool 41 000, et les accidents de la route 3 300. Est-ce que, juste pour info, vous avez une idée du nombre de morts par an en moyenne à cause du terrorisme sur les 15 dernières années? En France. 14 morts par an en moyenne en France à cause du terrorisme. Et quand on pense aux moyens qui sont dédiés à la lutte contre le terrorisme, c'est assez impressionnant. Kemal, du coup, tu veux nous partager des infos? Simplement confirmer le chiffre. Effectivement, en France, 40 000 décès sont liés à la pollution de l'air. Pour revenir à Lyon, il faut savoir que Lyon est frappé par une pollution qui est quand même assez conséquente. N'oublions pas que la France est aussi... l'Europe est en train de sanctionner la France pour ses excès de pollution. Nous avons plusieurs villes comme ça qui sont concernées par un excès de pollution, avec les conséquences que l'on connaît. Je vous invite, si vous voulez plus d'informations, à aller justement sur le site que nous avons créé au sein de l'association des Lyonnaises et des Lyonnais. Vous aurez une multitude de témoignages
Et vous aurez aussi des documents qui sont attribués à Atmo, qui étudie la pollution dans la région Rhône-Alpes, Auvergne. Donc vous aurez une multitude de réponses et des confirmations de tout ce qui est dit ici. Voilà, dans un premier temps. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, ce qu'on observe sur la carte, vous aurez le support, c'est vraiment les grandes villes qui sont touchées, évidemment, dû à l'activité humaine, que ce soit la civilisation ou d'autres pollutions. Deux petites questions, je crois, pour finir, sur la santé. Je sais que Mathieu et Viviane, si vous voulez venir devant même pour m'accompagner, n'hésitez pas. Là aussi, je ne sais pas si vous voyez, c'est Macron qui prend la douche. À quoi sert Nicolas Hulot? Macron lui demande passe-moi le gel douche. Et Nicolas Hulot lui répond avec ou sans perturbateur endocrinien. Question 7. Parmi certains des produits du quotidien suivants, quels sont ceux qui se révèlent être des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques? On va demander aux amis de nous dire la définition un petit peu de ce que ça veut dire, même si on comprend un peu. Donc les couches pour bébé, les dentifrices, les crèmes solaires ou les produits d'entretien de la maison? Alors, qui vote pour les couches? On a compris comment tu marchais. C'est un QCM, effectivement. Les couches pour bébé. Ok. Ah, pas tant que ça. Les dentifrices. Les crèmes solaires. Les produits d'entretien. Il y en a qui votent pas. Et malheureusement, c'est tous. Petite explication, Viviane et Mathieu? Bonjour. Non, mais c'est pas un problème. Et en effet, on retrouve beaucoup de CMR et principalement, en fait, tous les perturbateurs endocriniens, vous en avez tous entendu parler, j'imagine. On va explorer ça un peu plus longtemps. Les couches pour bébé, il y a actuellement plein de démarches qui se font aussi bien dans les centres de périnatalité, dans les maternités, mais par exemple, on distribue à certaines mamans encore des kits avec des produits où les produits pour les enfants ne sont absolument pas adaptés, on va dire. Et puis les crèmes solaires, et là, actuellement on a un problème, puisqu'en santé publique, c'est quand même un problème les cancers de la peau. Et du coup, utilisons les protections naturelles, tout simplement, puisqu'on doit bien demander aux personnes de se protéger du soleil, c'est le problème de la couche d'ozone, mais en même temps, les plupart des crèmes solaires contiennent donc en effet des perturbateurs endocriniens et des CMR. J'avais affiché juste ce visuel pour que c'est simplement un guide en fait pour qu'on puisse reconnaître les produits qui sont, moi je considère ça comme toxiques en fait, et c'est pour donner des indications quand on achète les produits. S'il y a ce sigle-là à droite, voilà, c'est à vérifier ce que vous êtes en train d'acheter en fait. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Alors avec l'étiquetage, oui en effet l'étiquetage a changé, merci de le préciser. Toutefois, on a un problème actuellement, puisque au niveau de la Commission européenne, par exemple en 2016, ils ont donné des critères pour déterminer les perturbateurs endocriniens, mais dedans ne rentrent que les perturbateurs endocriniens dits avérés. Et par exemple, les perturbateurs endocriniens suspectés ou présumés ne rentrent pas dans cette définition. Ce qui fait qu'il y a plein de produits qui passent à l'as et qui ne sont pas enlevés des Merci. Et ça pose d'autres problèmes aussi, les problèmes de santé, de perturbateurs endocriniens, avec des affections de longue durée. Donc, quelle part, là c'est la question que vous m'avez proposée, quelle part de la population lyonnaise relève d'une affection de longue durée? Type AVC, diabète, cancer, hypofertilité. 3% de la population lyonnaise, 7%, 14% ou 21%. 3%. Merci Lilia. 7%, c'est dur à dire. 14%. Ok. Et 21%. La majorité avait eu juste. 14%, tout à fait. Et je voulais juste vous montrer cette carte. Je vous laisse la commenter peut-être. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux ALD, prudence, parce que tous les patients ne rentrent
et patientes ne rentrent pas sous l'appellation ALD. Exemple, les personnes qui ont de l'hypertension, pourtant ça fait partie des maladies métaboliques, plus, et bien sûr, quand le nombre de patients et patientes qui ont augmenté, et bien sûr, ça a été enlevé des ALD. Autre possibilité aussi, certaines personnes suivies pour obésité, surpoids, diabète, ou les personnes en suivi de cancer ne rentrent pas tous avec des ALD. Donc c'est sur les 14%. Pour compléter sur les questions d'inégalité sociale de santé qui vont avec ces questions de perturbateurs endocriniens, on est à 14% d'ALD sur l'ensemble de la ville lyonnaise, certes, mais quand on va sur le 8e arrondissement ou sur le 9e arrondissement de la ville de Lyon, on est à plus de 20% sur ces affections de longue durée, sachant qu'effectivement, tout un tas de pathologies ne sont pas comptabilisées et qui sont liées aux perturbateurs endocriniens et aux SAN. Je voudrais ajouter juste qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès aux soins, donc elles ne sont pas calculées dans les pourcentages. C'est bon, je parle assez fort. Merci Malika. Et simplement, ouais, parce que je me rends compte aussi que c'est écrit en tout petit. Ces deux cartes, en fait, je vais les expliquer très rapidement. À gauche, vous avez, donc ça vient d'une étude sur la santé environnementale de la métropole. L'indice de défaveur sociale. Donc globalement, c'est basé sur 4 critères: revenu médian par unité de consommation, pourcentage de bacheliers dans la population de plus de 15 ans, pourcentage d'ouvriers dans la population active, et enfin taux de chômage. Donc plus c'est foncé à gauche, plus on a un indice de défaveur sociale calculé par l'Institut CLMA. Et à droite, on a le taux standardisé de patients sous traitement antidiabétique en 2014 dans la métropole lyonnaise. Et vous verrez dans ce document, il y a tout un tas d'indicateurs comme ça de santé. Et on observe une curieuse, pour ne pas dire très curieuse, corrélation entre les territoires où il y a plus de personnes atteintes de ces maladies et l'indice de défaveur sociale. Ça aussi, c'est passionnant de voir les corrélations. C'est quoi le site? C'est CEREMA? Alors l'étude c'est CEREMA et l'enquête c'est... Un labo, le CEREMA. Pardon? Un laboratoire. C'est un laboratoire, d'accord. Et alors je remettrai le lien parce que j'ai plus en tête. C'est étude sur la santé environnementale de la métropole de Lyon. Diagnostic santé-environnement. Diagnostic santé-environnement. Métropole de Lyon, merci. 2018. Et donc la toute dernière question, qui est assez importante, Mathieu, je te laisserai la commenter. Dans l'Assemblée aujourd'hui, combien de personnes connaissent des proches qui ont une de ces pathologies ou sont décédés de ces pathologies? 40%, 50%, 60% ou 70%. Je ne vais pas forcément faire lever les mains, parce que c'est pas un sujet qui est si sympa que ça, mais c'est pour montrer à quel point ça nous concerne tous. C'est 60%. Mathieu, tu veux compléter ou Viviane? En fait, oui, on se retrouve avec un nombre important de proches décédés ou qui ont actuellement ces pathologies. On doit retenir aussi qu'actuellement, on devrait passer d'un système de soins à un système de santé, à savoir par exemple que la recherche sur la stratégie des perturbateurs endocriniens reçoit 2 millions d'euros. Et la recherche pour le cancer, c'est 1,6 milliard d'euros. Juste pour rebondir sur les chiffres, pour que ça parle encore plus pour tout le monde, la part des cancers infantiles ont explosé depuis ces 15 dernières années, multiplié quasiment par 5 en fonction des arrondissements. Donc là, l'hôpital Femmes et Enfants traite énormément d'enfants avec des cancers infantiles, ce qu'on ne connaissait pas dans ces proportions auparavant, notamment les leucémies. Dans l'Assemblée, ça veut dire quoi? Dans les Lyonnais, en fait. C'est simplement ça. En moyenne. Et simplement, un truc qui était important aussi que vous m'avez envoyé et que je trouverais important de partager. Quand on parle de pollution, santé environnementale, on ne parle pas que de la pollution de l'air, on vient d'en parler là, mais on parle de pollution des sols. De l'alimentation. Et l'air intérieur. L'air intérieur. L'eau et de l'eau, bien sûr. Et de l'eau, voilà. Air au sol, vu que pour tout ce qui est polluant, les substances toxiques entre autres, on l'ingère par l'alimentation, on le respire par tous les organes
toutes les substances polluantes organiques et volatiles, et en plus on boit du robinet ou autre. Et l'eau se retrouve obligatoirement impactée par toutes ces problématiques de polluants. Il y a le métro aussi. Et l'air du métro. C'est l'air du métro des particules. La pollution par champ électromagnétique n'est pas du tout. Exact aussi. Tout à fait. Si, aussi. Tout à fait. Merci de l'ajouter. C'est important. On arrive au terme de Squeeze. On a plein de monde qui nous a rejoints, ça fait plaisir. On a une salle qui est quasiment pleine. Je le redis parce que du coup tout le monde n'était pas là au début. On prend des photos, on prend des vidéos. Si vous souhaitez ne pas apparaître sur ces photos et ces vidéos, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Tarek qui est là. C'est important. Je le redis aussi, mais donc, Lieu en commun est une dynamique citoyenne qui est animée par des citoyens, par des gens lambda. J'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un de très banal, on est plein de gens banals dans Lieu en commun. Et on est tous inscrits sur des équipes d'animation et des groupes thématiques qui sont juste là à côté des fenêtres. Donc voilà, si creuser ces sujets de santé, d'écologie, de transport, de mobilité, de résilience vous intéressent, on anime régulièrement, on s'organise en réunions très régulières. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est important. Et comme pour finir sur une touche plutôt sympathique et comme dans toute présentation, il faut un petit chaton. Donc merci pour votre attention.